On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro. Ouais. Bonjour. Maureen Dor. Ouais. Philippe Gueluc. Bonsoir. Philippe Alfonsi. Lui-même. Et Pierre Bénichou. C'est si rare de vous voir un vendredi ici à Paris, Philippe Gueluc. D'habitude, vous êtes rentré dans votre Belgique natale. Mais oui, mais enfin, ne mentez pas aux auditeurs. On a enregistré cette émission mardi, Laurent. Faux, il est 16h30 et 55 secondes. Bah oui, précisément. comme toujours, quand on commence l'enregistrement à 8h du matin, une minute après, il est 16h31. Non, là maintenant il est 30 secondes. 16h31. Non, c'est et puis vrai. vous allez voir m'entendre tout à l'heure. Si vous voulez, pour prouver qu'on est vraiment en direct, tout à l'heure, quand on va annoncer le flash à 17h, je peux dire quelque chose de très différent que quand on est enregistré. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est du teasing. Ah, ce que vous disiez tout à l'heure, je sais pas, que le pape est mort, par exemple. Non, alors tu dois dire. Alors voilà, si t'as des couilles, tu dois dire c'est cet imbécile. On ne commence pas une émission quand on a votre physique de petite fille jolie et qui est vraiment la fraîcheur dans notre émission en disant au patron si t'as des couilles. Ok, On commence pas comme ça. D'autant que vous les connaissez, enfin franchement. Oui, vraiment. La fraîcheur de cette émission. Non, c'est la fraîcheur. Toi, tu fais le côté capiteux de cette émission. C'est ce J'ai que cru que tu étais C'est mieux d'un si tu coup coupes ton inélégant, Pierre, ce qui m'étonnait de ta part. Quand même. Oui, Votre bien portable sûr. est en train de sonner, Pierre Bénichou. Ah, pas le mien. Alors là, s'il y a bien un portable qui est pas en train de sonner, c'est le mien. C'est peut-être quelqu'un qui appelle pour C'est dire qu'on est peut-être vraiment en le direct. seul portable qui est pas sonné de la journée. Et oui, il sonne maintenant à 16h32. Je vais donner l'heure. Faire comme Julie, je vais donner l'heure régulièrement maintenant pour prouver que nous sommes bien en direct. Connaissons, je le refais, tiens, la preuve qu'on est en direct, ça aurait été coupé, vous voyez. Voilà. Premier mail. Connaissant votre extrême sensibilité, en particulier celle de Pierre Bénichou concernant ce sujet, vous allez, j'imagine, être tous très enthousiastes en apprenant qu'une conférence traitant de l'ours des Pyrénées aura lieu aujourd'hui, vendredi 20 octobre à 20h30 à Briey et Angonne, petite ville située à côté de Grenoble. C'est Aline qui nous informe. Et elle nous dit, Aline, Monsieur Bénichou, ne dites rien, j'imagine aisément l'émotion qui vous étreint depuis que vous avez pris connaissance de cette information. Continuez tous à me faire rire au milieu des bouchons quand je rentre chez moi. Même à Grenoble, il y a des bouchons. Voyez, hein, vous qui râlez toujours pour les bouchons à Paris, bah, c'est partout en France qu'il y a des bouchons. Bien sûr, au milieu des bouchons, quand je rentre chez moi, c'est formidable. On dirait On dirait une Victor chanson. Hugo. Mais tu n'arrêtes pas en ce moment à chaque fois qu'on fait une phrase de dire ah, c'est Mais un non, mais Alexandrin. c'est un Alexandrin Ah, au milieu des c'est bouchons quand je rentre chez moi. Oui, c'est Je vrai. pense à tous mes ours. Demandez Qui à sont Pierre des Bénichou d'être moins misogyne. Il est par moments insupportable. Ainsi critiquer Ségolène Royal ou Michel Alliot-Marie ou toute autre femme. Cela m'horripile. Ah non. Faites Je en n'ai sorte... jamais critiqué Michel Alliot-Marie. Excusez-moi de vous interrompre. Jamais. Quant à Ségolène Royal, j'ai émis des bémols. Oh, c'est bien votre genre, le bémol. Vous êtes le roi du bémol, vous, Pierre Je Bénichou. suis le demi-bémol. Du demi-bémol. Un bonjour particulier à Pierre que j'adore. C'est signé Amélie. Oh, Pierre Bénichou, il y en a marre de vous moquer ainsi des rugbymen qui posent dans les calendriers, m'écrit Jean-Charles. Si Pierre Bénichou avait le corps de ces rugbyman, peut-être qu'il s'exposerait lui aussi. Jean-Charles, que sais-tu de mon corps? C'est vrai, après Ne tout. lui donnez pas d'idée, je suis sûre qu'il est capable de faire le calendrier de Pierre Bénichou. Ce serait... Non, tu veux pas? C'est bizarre. Le calendrier de l'équipe de Ruquier. Mais non, mais je voulais. Moi, je trouve qu'ils sont très beaux, en effet, et je rêverais d'être comme eux, je rêverais surtout d'avoir leur âge, et d'avoir leur physique. Cela dit, je l'aurais, que je ne m'exhiberais pas ainsi. Dans Parce ses que poses. Il faut Dans pas ses confondre, il faut pas confondre le rugby et les folies bergères. Voilà, tout très bien. C'est vrai que je vous imagine mal en levrette dans un calendrier, Pierre Bénichou. En levrette avec ta sœur. Voilà. Maureen Dor. Maria, moi je voulais dire, si on faisait un calendrier de l'équipe, je prenais évidemment le mois de février, le mois le plus court. C'est bien ça. Avec votre taille. Ah, voilà, Ça, c'est tout. c'est une belle trouvaille. Oh, bon, ça va. Moi aussi, je peux m'échauffer. Non, quand même. elle a pas un très bon physique, mais elle est intelligente. Salaud. Bravo et félicitations pour votre émission. Mais un reproche qu'on me fait à moi directement. Ah bon? Je trouve, Laurent, que vous coupez un peu trop la parole à vos chroniqueurs et jamais ils ne vous reprennent. Auraient-ils si peur de vous? Mais bien sûr, bon allons, tremble. Mais pas du tout, c'est juste comme ça, c'est naturel, on n'a pas peur du J'ai tout. pas Hein, c'est l'impression vrai. J'ai pas du tout l'impression que tu nous coupes. Ah non, moi non plus. Sauf quand tu me dis, bon, ça, on s'en fout, c'est pas intéressant. Oui. Ça, c'est Mais ça, atroce. c'est toutes les 2 minutes quand vous parlez. Mais d'ailleurs, je viens de le faire encore. Moi, l'autre jour, je disais à mon fils, je lui faisais une remarque, il m'a dit, fais le malin avec Ruquier, pas avec moi. J'ai eu l'air con. Il me dit, t'as pas un poil de sec quand t'es avec lui. J'ai dit, bah non, j'ai le trac. Moi, je peux vous assurer que jamais Laurent ne m'a Coupé.
Je veux juste dire à Isabelle Motro que je suis fan d'elle, m'écrit Fredouille. Je la trouve terriblement charmante, sa voix douce et sensuelle chaque vendredi. Ça donne envie d'aller au cinéma tous les jours avec elle, bien sûr. Tiens, ça fait longtemps que Mister Bénichou ne nous a pas reparlé de la coiffure d'Isabelle Motro. Bien sûr, ouais, ça. Parce que j'ai été, mes conseils ont été suivis et que maintenant c'est devenu une publicité pour Alexandre et Carita. Et oui, parce que je manquais de conseils en matière capillaire et j'ai rencontré Pierre Bénichou et ma vie capillaire a changé. Tu peux te moquer de moi, c'est parce vrai. qu'il le vaut bien, Pierre Bénichou. Voilà, pour mal terminer la semaine, on se retrouve avec Motro le vendredi, m'écrit Robert. Ah là, c'est moins gentil pour vous. Chez moi, tous les mots qui débutent par mots me saoulent. Mots croisés, motard, motocross, motoneige, motro. Voilà, Isabelle, t'as le bonjour de Robert. J'ai eu peur du Maureen. Oui. Ah oui, j'avais pas réalisé. Et tiens. moi tout de suite, je tous les mots, je vais ok, je vais en prendre, ça va être encore pour moi aussi. Je viens de m'acheter une webcam, alors je t'en prie, vérifie qu'Isabelle Motro est bien coiffée, mieux maquillée que d'habitude, car autrement elle me donne la migraine. Voilà. Enfin, C'est qui ça, cet imbécile là? C'est le frère de Robert. Ah oui. C'est Rémi, voilà. Ah bah voilà. Qui vous a- Eh ben moi c'est tous les noms en R. Tous les noms. Un mail de Philippe Geluc qui m'écrit: mon livre Ô toi le Belge, ta gueule vient de sortir chez Casterman. Vous voyez, j'ai encore rien dit, vous m'interrompez, vous me dites ta gueule. Ô toi le Belge, ta gueule, c'est la phrase d'Alain Delon, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il m'a dit un jour dans une émission. Mais moi, c'est habituellement. Ah non, c'était pour rire. Je vous raconte en deux mots dans quelles circonstances. Nous recevions Mireille d'Arc, à qui j'avais écrit une très jolie lettre, qui est d'ailleurs reprise dans le livre, et elle était, voilà, c'était bien, elle était contente, émue, touchée. Et puis, Delon arrive, il devait venir témoigner dans son émission, il fait une entrée d'empereur romain, alors que c'était son émission à elle, et puis, et il lui dit, voilà, je voudrais te poser une question que j'ai jamais pu te poser. Silence, on écoute. Est-ce que tu sais, comme j'ai souffert quand tu m'as quitté? Devant tout le monde. Delon devient verdâtre, il sait pas quoi répondre, et puis il dit, mais écoute, moi tu sais que moi aussi, j'ai beaucoup souffert. il l'avait quand même quitté quand elle était cassée en 1000 morceaux après un accident de bagnole sur un lit d'hôpital. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Il dit, tu sais, oui, c'était sans doute pas facile de vivre avec Alain Delon, mais tu sais que c'était pas facile non plus de vivre avec toi. Et là, je lui dis, vous allez pas en plus l'engueuler? Et il me dit, toi le Belge, ta gueule. Et ça donne un livre aujourd'hui. Et voilà, et je lui ai répondu, vous le Suisse, ça va. Et puis après, on s'est... C'est là que tu l'as défiguré, Delon. Allez, on se retrouve après la pub pour commenter l'actualité. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. Allez, tout de suite, Smith, dont va se gêner. Philippe Geluc nous parlait tout à l'heure de la séparation de Mireille d'Arc et d'Alain Delon. Les séparations, hélas, ne se passent pas toujours très très bien, souvent pas très bien d'ailleurs. Et on a la preuve avec, par exemple, la séparation de Paul McCartney et de son épouse. Vous avez vu, il y en a plein les journaux. Elle lui reproche pendant 4 ans de l'avoir maltraité, leurs 4 ans de mariage, de l'avoir agressé avec un verre de vin ébréché, de s'être trop drogué, d'avoir bu, de l'avoir blessé au bras, entraînant une importante hémorragie. Enfin bon, c'est... De lui avoir cassé les pieds régulièrement, non. Elle a déjà une jambe de bois, la pauvre. Mais oui, mais il s'est même... Et non, elle dit même dans la récrimination qu'il s'est moqué de son infirmité. C'est pas vrai. Non. Oui. J'ai vu ça dans les conclusions de l'avocat, enfin. Quand il lui chantait, elle avait une jambe de bois, et pour ne pas qu'on la voit. En Elle anglais. avait mis par-dessus. Oui. Une antenne en caoutchouc. Il l'appelait Sarah Bernard, enfin tout ça. Donc c'est triste. Moi, je pensais que c'était un mec sympa, Paul McCartney, quand même. oui. Et lui, il disait, elle me tape sur la bite, elle. Pardon. En direct. On est en direct. On est en direct, Ça se Pierre. fait pas, Pierre. Ah non. Ah non. Ou alors, Ou C'est alors un vous le genre faites... de truc que j'aurais jamais dit en direct. Ou alors vous le faites sur la musique de Philippe Laville. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Et tape sur des bambous, c'est numéro 1. Non, le vendredi, on peut se lâcher un peu, comme Quand même. Il me tape, il me tape sur le bout et c'est numéro 1, par exemple. Ouais. Bah, on fait pas, c'est pas les Beatles, c'est les Beatles. C'est pas de ma faute s'ils s'appellent comme ça. Morinder voulait dire quelque chose à Non, propos. elle disait aussi que le pire, c'était qu'il était obsédé par l'idée d'être Paul McCartney et que, paraît-il, il n'oublie jamais qu'il est Paul McCartney. Donc à tout moment... En même temps, quand il est Paul McCartney. C'est un peu con de se prendre pour Paul McCartney quand on est Paul Non, McCartney. mais il se prendrait pour John Lennon, ce serait Non, mais de ne jamais l'oublier, d'être persuadé que quand les gens lui parlent, ils parlent toujours à l'ex-Beatles. Elle disait,
C'est impossible de lui... est en direct, écoutez pas des mots comme ça. C'est impossible de lui présenter qui que ce soit. Il ne veut rencontrer personne parce que il est obsédé par l'image qu'il a de lui-même. Et ça, c'est toujours terrible. Je trouve que les gens qui croient que leur image est toujours vue par tout le monde. Ah oui, c'est fou, parce que, remarque, il aurait pas su qu'il était Paul McCartney, on l'aurait appelé Alzheimer aussi, hein. Mais te fais pas plus bête que tu ne l'es, tu as très bien compris ce que je voulais dire. Je suis pas plus Beatles que les autres, mais quand même, c'est un mec qui travaille pas. Il fait rien du tout de la journée. Il a juste écrit un opéra, si tu veux. Voilà, mais si tu veux, quand il écrit les Rolling Stones, sa femme, elle lui dit, tu vois, lui au moins, des Rolling Stones, il travaille, lui. Elle dit, toi, qu'est-ce que t'as fait depuis Yesterday? Alors il dit, j'ai fait Yesterday. Il dit, mais Yesterday, c'était pas d'hier, hein. C'est très bon. C'est des mecs, les plus jeunes retraités du monde, ils se sont arrêtés en 62. Ils étaient complètement anoblis, les types. Ils se sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a un qui trouve le moyen de se marier avec une japonaise. Il se fait assassiner pour faire parler de lui. Bon. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à se droguer, il met des bagues et tout ça. Il joue de la batterie, des trucs. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils n'ont rien foutu. Il y a combien de temps? Le dernier qui a vu travailler les Beatles, il a une barbe comme ça. Non, mais sérieusement. Les Beatles. Pas nous faire chier. Moi, je vois tous les gens qui travaillent comme moi, par exemple. Même le vendredi, je travaille. Avant le Shabbat, je travaille. D'ailleurs, dans un quart d'heure, c'est fini. Hein. Oui, je peux pas déclencher. Il n'y a que 16h44 minutes et 20 secondes, Pierre. C'est vrai que vous êtes un bosseur, Pierre, mais il y a une chose que je vous reproche, c'est que vous oubliez jamais que vous êtes Pierre Bénichou. Alors, jamais. J'ai voulu oublier l'autre jour, ma femme m'a remis sur le droit chemin. Hein. Ah, non. Et alors, comment il oublie? Et ton mari, il oublie qu'il est le mari de Maureen? Mais qu'est-ce que Oubliez-le, son mari. Ton mari est sympathique comme toi. Ah oui. Arrête, tu l'as traité Voilà un mari comme tu l'as j'aimerais traité de avoir. gros la dernière fois. Il m'a dit, et l'autre avec son gros musicien. Ah non, Ah bah oui. Il va te péter Non, la gueule. mais les gros sont sympathiques, Maureen. Moi, j'adore les gros. Mais d'ailleurs, t'as grossi, c'est très étrange. En général, les gens qui arrêtent de fumer grossissent. Toi, t'as repris la cigarette et t'es plus gros que je ne t'ai jamais Ah vu. oui, parce que j'ai des cigarettes grossissantes. Je suis le seul à avoir ça. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te laisses aller ou quoi? J'ai la gitane qui nourrit. Faut savoir. Chaque cigarette, c'est 50 grammes. On va se gêner avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Maureen Dor. Ceux qui ont écouté l'émission mercredi se rappelleront peut-être que j'ai parlé d'un article du Canard enchaîné qui racontait que le 10 octobre dernier, dans une des cafétérias du Sénat, le sénateur UMP du Val d'Oise, monsieur Hugues Portelli, s'est adressé à deux jeunes femmes qui étaient dans la cafette en leur disant « Vous pouvez nettoyer parce que c'est sale, on ne peut pas se servir ici, c'est vraiment dégoûtant ». Il se trouve que ces deux femmes étaient deux femmes de couleur qui étaient en fait des attachés parlementaires que ce monsieur aurait pris pour des femmes de ménage. Or, et même pour s'expliquer après, c'est ce qui était raconté dans l'article, après avoir réalisé la gaffe, le Canard enchaîné disait que cet homme politique disait « Vous savez, je ne suis pas raciste, mon beau-frère est antillais, mais je pensais que vous veniez là pour travailler. » Et j'ai reçu depuis un courrier de monsieur Portelli, que nous avons d'ailleurs en ligne, parce que c'est important de dire quand une information est fausse, que monsieur Portelli, vous êtes vous-même adressé au Canard enchaîné pour essayer de savoir comment ils avaient pu raconter quelque chose qu'ils n'avaient pas vérifié. Vous m'avez écrit « Bonjour monsieur. » Bonsoir, monsieur Laurent Ruquier, bonsoir. Sachez que les faits mentionnés sont intégralement mensongers. Je m'en suis plaint auprès de la rédaction du Canard enchaîné. Cette rédaction du Canard est extrêmement gênée d'avoir diffusé des informations malveillantes sans les avoir vérifiées. L'incident auquel cet article fait allusion n'avait strictement rien à voir avec ce qui est rapporté. Les propos mentionnés n'ont jamais été tenus. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été témoins de la scène et partagent mon étonnement scandalisé. Sachez qu'il n'est ni dans mes habitudes ni dans ma culture de traiter qui que ce soit de la sorte. Je vous signale en passant que je n'ai pas de beau-frère antillais. Je ne tiens pas à accorder plus d'importance à cet incident. Voilà, il fallait que nous aussi nous rectifions puisqu'on avait repris évidemment l'article du Canard. Mais comment une histoire comme ça peut être racontée et inventée? Quel est l'incident? Puisqu'il y a eu un incident. Non, écoutez, en fait, le problème, c'est un problème idiot. Quand vous rentrez dans les bâtiments du Sénat, ce sont des bâtiments qui sont sécurisés. Donc, toutes les personnes qui travaillent au Sénat, quelle que soit leur fonction, passent par un endroit où il y a un sas de sécurité et vous passez devant des appariteurs. Mais dans ce bâtiment, il y a également une petite cour intérieure avec une porte de service.
qui est ouverte pour les gens qui viennent de l'extérieur. Et ce jour-là, c'était le jour où on emménageait dans les nouveaux locaux. Et donc, il y avait beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui venaient pour faire des branchements électriques, des branchements d'ordinateurs, etc. Et donc, ces deux personnes, moi j'étais en bas en train de travailler avec une de mes étudiantes, puisque mon métier c'est être universitaire. Et donc, ces deux personnes sont venues, sont approchées de la porte en question. Donc, moi, de bonne foi, j'ai pensé que c'était des techniciennes qui venaient, comme les autres ingénieurs qui passaient, faire des branchements. Et la porte étant fermée à clé, et comme elles essayaient de l'ouvrir, je l'ai ouverte. Et je leur ai dit que, bon, de toute façon, ce jour-là, rien n'était branché. J'ai jamais parlé des propos qui sont rapportés. Et donc, voilà. Mais comme ce sont des personnes qui ont dû être sûrement victimes dans d'autres occasions d'attitudes discriminatoires, elles ont cru que j'étais du même tonneau. Et donc, elles m'ont dit, non, nous, on n'est pas des femmes de ménage. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est des femmes de ménage. Donc, il y a eu un quiproquo. Rien de plus. Bon, elles ont eu du mal à le comprendre. Et puis, c'est tout. Et puis, là-dessus, le journaliste du Canard, que j'ai eu au fil d'ailleurs, a un peu brodé au-dessus. Bon, j'aimerais que... Bon, ça y est, maintenant on comprend en effet. Mais votre beau-frère, il était furieux ou pas? Mon beau-frère, je vais vous dire, non, il a plutôt rigolé. Il est pas antillais. Hein. Il est pas antillais. Mais pourquoi pas? Il serait pas antillais, c'est aussi bien qu'un Français. Le Portelli, c'est un nom italien. Aussi bien qu'un Breton ou qu'un Corse. Non, mais mon beau-frère est d'origine italienne. Voilà, donc il est pas d'origine antillaise. Et d'ailleurs, c'est pas gênant d'être antillais entre nous. Hein. Non, ça dépend. À moins qu'on tombe sur un sale con au Sénat, mais à part ça, c'est bien. Non, mais blague à part, j'en fais pas. J'en ai discuté avec le journaliste du Canard, l'incident est clos. Simplement, je voulais pas qu'on raconte des trucs. Voilà, on a rectifié. On a rectifié nous aussi. Merci Laurent. Parfait. Au revoir et merci Monsieur le sénateur maire d'Ermont, professeur de sciences politiques, Hugues Portelli. Fallait le faire. Mais bien sûr. Oui, ça... Il faut toujours répliquer quand on est accusé à tort. Mais tiens, moi tout à l'heure, j'étais en train de me garer. Il y a un type qui me dit vous n'avez pas votre ceinture. Enfin non, ça va pas vous intéresser, j'arrête. Mais enfin, allez-y. Ce type c'était un flic peut-être. Le type était noir. Moi j'ai dit rien, moi. Il a le droit de mettre une contravention quand même. Ça veut rien dire ça. Bon. Non, il faut pas être raciste. Moi d'ailleurs, ma sœur est bretonne. C'est des conneries, ces choses-là. C'est pas grave. Mais qui a nettoyé la cafette, finalement? Je sais pas. En tout cas, voilà. Bon, c'est vrai que parfois le Canard enchaîné brode un peu autour d'une histoire. Si j'ai bien compris, c'est les deux filles qui ont cru que vraiment ce type tenait des propos... Voilà. Moi, je voudrais maintenant qu'on appelle les deux filles et qu'on écoute leur version. Oui, parce qu'il n'y a pas de fumée. Nous avons que la version que comme disait Dreyfus, il n'y a pas de fumée sans feu, quand même. Mais d'où ça peut venir? C'est-à-dire qu'il y avait un journaliste du Canard enchaîné. Il y a toujours les deux filles qui ont téléphoné au Canard. Toujours quelqu'un qui appelle le Canard enchaîné. Ça, il faut se méfier. On peut rappeler le numéro d'ailleurs. Je trouve qu'elles ont un drôle de réflexe pour des femmes de ménage quand même. Oui, Gueuluc. Non, on pourrait rappeler le numéro du Canard si. Oh non, on va pas faire une enquête. Ça mérite pas non plus. Non, je veux pas dire pour enquêter sur le truc, mais pour dénoncer les agissements de salopards. Mais ça y est, ça commence comme ça, puis on va élire des Antillais à l'Assemblée nationale. J'essaye de faire un peu de confusion dans une histoire qui vaut pas tripette et qui est là pour meubler un vendredi après-midi. Pas du tout. Je te rappelle que le président du Sénat, il y a pas si longtemps, était black. Hein. Enfin, il était un peu café au lait. C'est qui? Vous voulez parler de monsieur? Oui, absolument. Non. Oui. Pas possible. C'était qui? Qui ça, le président du Sénat? Le président du Sénat, dans les années 60. Il y a pas longtemps. Comment il s'appelait? Si malin. Oh, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, j'étais pas né. Il avait même été accusé d'avoir fait un attentat contre de Gaulle. Non, juste avant Poher. C'était Black Power, non? C'est ça. Comment il s'appelait déjà? Comment il s'appelait? Pas Monori. Alors là? Attendez. Alors là, Robert Mamadou. Mais non, pas Monerville, il était pas black. Vous savez ce que je vous propose? C'est qu'on réfléchisse le temps du flash de 17h et puis on aura sûrement la réponse après le flash. On se retrouve dans un instant. Comment ça s'appelait? On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner la deuxième partie, toujours avec Philippe Gueluc, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Maureen Dor, Pierre Bénichou. Des tas de mails nous sont parvenus sur europe1.fr pour nous dire qu'il s'agissait bien de Gaston Monnerville, le président du Sénat dont vous parliez tout à l'heure, ancien sénateur. Pas le ménage parce qu'il était black. Hein. Ancien sénateur du Lot et originaire de Guyane, ce président du Sénat, avant effectivement Alain Poher et puis René Monory. Et qui c'est aujourd'hui d'ailleurs le président du Sénat? J'ai un doute d'un coup. Poncelet. Ah oui, Monsieur Poncelet. JF. Monsieur Poncelet. JFP.
Ah, voilà, on a la réponse à notre question. Il y a des tas de mails qui sont arrivés depuis 16h30, puisqu'on a la chance d'être en direct aujourd'hui. Gabriel nous écrit « Vous êtes vraiment en direct, car sur la webcam, je peux actuellement admirer la belle chemise bleue de Pierre Bénichou. Quel manque de chic de laisser tomber sa veste, monsieur Pierre. » Ah oui. De laisser, on dit de tomber sa veste, ou d'enlever sa veste. On ne laisse pas tomber sa veste, on laisse tomber sa femme. Non mais le plus choquant en fait, c'est le bouton de trop qui est ouvert dans ta chemise, Pierre. Ouais. Franchement, oui, c'est une astuce de manucure, ça. Non, mais ça, c'est son côté pied noir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est son côté pied noir? Ce serait rien. Une poitrine comme la mienne, les demi-portions, là, vous la montrez. Ce serait rien, la chemise ouverte un peu trop, mais c'est la dent de requin au bout de la chaîne. C'est ce qui me gêne. Voilà. Ça va tellement bien avec ta gourmette. En or. Tu sais, mon patou. Moi, je vais te dire, je suis pas du tout d'accord avec Isabelle. Cette chemise est ouverte comme il faut. Mais bien sûr. Ah non, moi je trouve pas. C'est la braguette qui est de Ah bah, vous pouvez vous moquer, vous, parce que le même auditeur dit voir aussi votre crâne rougeâtre, Philippe Gueluc, sur la webcam. C'est une question d'éclairage, parce qu'il est rose comme d'habitude. Est-ce un coup de soleil wallon, demande l'auditeur. Mais non, c'est la lumière de la pendule. Ah oui, s'il voit tourner des aiguilles sur mon crâne, c'est la lumière de la pendule. Voilà. Vous êtes le seul qui donne l'heure. C'est pas moi qui suis passé à l'heure d'été. On avait le coucou suisse, voilà le coucou belge. Est-il possible de connaître la taille de monsieur Bénichou, me demande Gilles. Je l'ai croisé il y a 15 jours à la sortie d'Europe 1. C'est non seulement un grand homme par le talent, mais manifestement aussi par la taille. Oui. Hein? Eh bien, la dernière fois qu'on m'a mesuré à l'armée, juste quand je suis devenu, quand je suis passé colonel, je mesurais 1m91. L'autre jour, je me suis remesuré, je mesure 1m56. Donc on m'a dit 35 cm, c'est normal. Allez, un mois ferme. Ça, c'est le tarif pour avoir uriné sur un distributeur bancaire. Peut-être vous avez entendu parler de cette affaire. Ah oui. Le tribunal de Quimper a condamné mercredi dernier à 1 mois de prison ferme. 1 mois de prison ferme. Un homme de 24 ans qui avait uriné sur un distributeur de banque. Mais quel âge il avait, le distributeur? Parce que si c'est un jeune distributeur, ça C'est un distributeur automatique, hein. Mais ça, c'est vrai. Non, mais attendez. Uriner sur un distributeur automatique, bon, ça vaut pas 1 mois ferme, mais c'est vraiment dégueulasse. Enfin, de là, elle est en prison pendant 1 mois. C'est ce que je te dis, c'est dégueulasse. Mais vous avez parlé de cette histoire de ce petit garçon, j'imagine, oui. Attendez, mais on peut rester sur cette affaire, merci Maureen. Les Oh là là. Elle est infernale. Ah, elle est professionnelle. Elle est infernale. Ah là Et oui, il là. vaut mieux être professionnel de ça que d'autres choses. Ça, vous vous rendez compte que si on était enregistré là, par exemple, là, on aurait coupé. On aurait coupé, c'est clair. Et je me serais fait engueuler. Le prévenu inconnu des services de police, donc en plus c'est pas un récidiviste quoi, devra verser aussi 1 500 € à la banque. En liquide. Et ça sera forcément des pièces jaunes, même si elles le sont pas. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 août l'été dernier à Trégunc, près de Concarneau. Et ce sont pas les policiers... Pardon, oh là là, Ouais, les Bretons. il y a une colonie bretonne là. Ah oui, là. Tout le monde peut pas connaître Tréguin. Hein. Tout le monde peut pas connaître Tréguin. Si t'es né à la Martinique, mais si t'es né en France, oui, tu connais. Ça s'écrit... Ça fait Ça s'écrit... Pas, monsieur Bovelli. Pardon, ça s'écrit T-R-E-G-U-N-C. Moi, je lis Trégunc. Bah oui, tu dis Trégunc, oui. Très bien. Déjà, tu parles pas l'anglais. Si tu parles pas non plus le breton, je sais pas comment tu vas faire ta carrière. Donc, près de Tréguin, à Concarneau. Concarné à où? Comme disent les Bulgares. Concarné à où? Les Roumains, pardon. L'homme a été confondu par la vidéo du distributeur. Il n'y avait pas de témoin, mais seulement, comme tout est filmé quand on prend son argent, vous savez. Et ben voilà, on l'a vu en train de pisser sur quand même un mois ferme. C'est énorme, c'est dégueulasse. Et 1500 francs pour nettoyer. Euros. 1500 euros. Pour nettoyer un distributeur, moi je vais faire ça comme métier, moi. Tu nettoies Non, mais 5-6 distributeurs et t'es riche comme Crétus. Alors, ce que je trouve fou, c'est que donc, il a fallu que quelqu'un visionne les bandes, alors qu'il s'était donc rien passé la nuit. Non. Enfin, voilà. Quelqu'un est allé visionner des bandes pour une nuit où il ne s'était rien passé, a reconnu le mec, a pris Ils la n'ont peine rien à de foutre à Trégunc, hein. a reconnu le mec, a donc pris la peine, j'imagine, de voir quel était le nom de la carte bleue qu'il avait à ce moment-là. On lui a peut-être pris même les empreintes génitales. Génétiques, je veux dire. Vous imaginez le boulot pour ça, mais vous quel savez que teigneux. tout dépend. Là, C'était à la CIC, la banque qui a le plaisir de vous accueillir.
c'est un kidam, c'est un inconnu à qui c'est arrivé. Mais Pierre Richard me racontait, d'ailleurs, qui est au théâtre formidable dans la pièce Pierre et Fils, me racontait une histoire que vous connaissez peut-être de Pierre Brasseur, qui un jour s'était fait arrêter dans la rue parce qu'il urinait dans le caniveau, et il y a 2 flics, il était à Lille, il y a 2 flics qui sont allés l'alpaguer en disant c'est interdit, exhibition sur la voie publique. Et puis il s'est retourné, puis ils l'ont reconnu. Oh, monsieur Pierre Brasseur, vous comprenez, on peut pas laisser faire pisser des gens dans la rue comme ça. Et alors ils se sont expliqués en s'excusant un petit peu. Et pendant que le flic lui expliquait le truc, tout à coup il a senti que sa jambe était chaude et Pierre Brasseur lui pissait sur la jambe. Ouais. Alors ils l'ont embarqué, ils lui ont fait passer une nuit au trou. Et le lendemain, il y a le commissaire en chef qui est venu éplorer, s'excuser auprès de vous. Ça n'aurait jamais dû arriver. On aurait dû m'appeler, me réveiller. Et pendant qu'il lui parlait, lui présentait ses excuses, il s'est rendu compte que pour la 3e fois, Pierre Brasseur lui pissait sur la jambe. C'est pas vrai. Il avait de l'arrêt. C'était un exercice très courant, mais je veux dire, l'histoire est formidable. C'est Pierre Brasseur de pisser sur la jambe des flics. C'était un vieux truc. Ah bon? Bien sûr. Et dans le sac des dames aussi. Après. Oui, t'ouvrais le sac doucement, tu pissais. Non, mais quand même, il y a quand même 2 poids 2 mesures. C'est scandaleux. Parce qu'il y a une autre histoire Pour un truc qu'on peut faire que les femmes peuvent pas faire, autant qu'on s'en profite. Il y a un autre type très connu à qui c'est arrivé cette affaire-là. Il a pas fait de tôle du tout. Il a juste passé une nuit au poste et il voulait plus en sortir et tout le monde s'est déplacé pour essayer de le faire sortir. C'est Aragon. Ah oui? Notre poète, oui. Bon. Il était au Palais Royal, il était en train de pisser derrière une statue, etc. Et les flics lui ont sauté dessus. Qu'est-ce que vous faites? Et vous voyez bien, j'encule la statue. Bon. Et immédiatement, ils ont traîné le malheureux au poste de police. Et là, le commissaire s'aperçoit que c'est Aragon. Épouvanté, il lui dit, mais monsieur Aragon, excusez-nous, c'est rien du tout, vous pouvez sortir. Je ne sortirai pas de là. Et donc, il reste dans le truc avec les putes, etc. Bon. Et en pleine nuit, ils ont déplacé Georges Marchais, ils ont déplacé tout le parti, etc., qui essayait de le supplier. Mais voyons, Louis, sors de là. Non, je ne sortirai pas de là. Et voilà. Et pourtant, lui, il a pas fait de tôle. Elle est juste, voilà. Philippe Gueluc, le mannequin Pisse est toujours en liberté? Comment ça se passe? Oui, et d'ailleurs, maintenant, il existe aussi Jeanne Pisse. Ah oui. C'est quoi ça? Jeanne Pisse, c'est la petite fille qui fait pipi. C'est vrai? Dans une autre rue, nous avons maintenant Jeanne Pisse. Mais comment elle fait? Elle est accroupie. Elle est accroupie comme les petites filles. Et c'est une petite statue de petite fille qui fait pipi. Mais les gens vont la voir comme le mannequin Pisse? Oh non! Mais oui! C'est pas comparable. Vous lui racontez quoi d'autre, Mais Maureen oui, Dor? cette histoire de ce petit garçon là à Paris, c'est une histoire assez incroyable. Un petit garçon qui a fait pipi sur un arbre, ça s'est passé il y a quelques jours. La police est arrivée, c'est un petit garçon noir, il faut le dire, parce qu'il venait d'être adopté. Et Quel âge? il avait 4 ans. Et en fait... Oui, parce que si c'est Yannick Noah, c'est pas pareil. Non, la police est arrivée, ils l'ont entouré. Son accompagnant est sorti du magasin dans lequel il était. On lui a demandé ses papiers. On en a fait un bins incroyable. Le môme était tétanisé. Il a été traumatisé. L'accompagnant a dit, mais vous savez, c'est un petit garçon qui vient d'arriver. Vous comprenez, il est tout jeune, donc il faut lui apprendre à ne pas faire pipi dans le magasin. J'ai préféré qu'il fasse pipi sur l'arbre, ce qui est normal. Mais moi, le nombre de fois où je fais faire pipi à mes enfants dans la rue. Mais oui, c'est sûr. Attention, on va en tôle maintenant, hein. Parents, même. Un mois. Non mais cette histoire était très choquante. Mais vous êtes bête, Non, Pierre mais Bénichou. c'est vrai, pour pas qu'il va se pipi dans le magasin. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Maureen Dor et Jean-François Derek, notre envoyé spécial depuis Clermont-Ferrand, Jean-François Derek, puisqu'hier soir avait lieu le débat entre les 3 candidats socialistes face aux militants de Clermont-Ferrand. Un débat sans micro ni caméra. On n'a eu que des comptes rendus, mais on ne peut pas évidemment savoir exactement ce qui s'est dit. On n'a pas d'image. Voilà pourquoi on vous a envoyé sur place. Vous êtes bien à Clermont-Ferrand, Jean-François? Oui, Laurent, oui, tout à fait. Je suis encore à Clermont-Ferrand pour répondre effectivement à la question que tout le monde se pose. Pourquoi les socialistes ont-ils fait ce débat en cachette? Est-ce qu'ils avaient quelque chose à dissimuler aux Français? Eh oui. Eh bien, pour le savoir,
j'ai réussi à me déguiser en militant socialiste et me suis glissé dans la salle pour assister au débat. Alors, comment vous avez fait pour vous déguiser en militant socialiste? Oh, j'avais tout préparé. Alors, je me suis fait pousser la barbichette, j'ai adhéré au PS, j'ai distribué des tracts, et d'ailleurs, on avait prévu le coup dans la famille depuis des années, puisque mon père lui-même avait déjà adhéré au PS en 1970. Incroyable, mais pas me dire que votre père avait quand même prévu le débat là de Clermont-Ferrand en 2006. Oui, et mon arrière-grand-père aussi, puisque c'était un des plus vieux camarades de lycée de Jean Jaurès. Bah, vous pouvez pas savoir que le deuxième débat se déroulerait à Clermont-Ferrand. Alors, c'est pourquoi je me suis inscrit dans toutes les sections de France du PS. Alors, justement, il faudrait qu'on en parle parce que 20 € multiplié par 8000 sections, j'ai quand même dû sortir 160 000 €. Ah oui. Et ça fait un trou, hein. Oui. Bon, je sais pas si on pourra vous les rembourser quand même. Hein. Si, parce que même si je me mets au frais, je m'en sors pas, hein. Oui. Je ne pense pas que ça intéresse vraiment les auditeurs, vos histoires d'argent, Jean-François Derek. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé hier, le débat. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils avaient décidé tous de ne mettre ni micro ni caméra? Oh oui, alors, parce que vous vous souvenez que le premier débat était très ennuyeux. Oui, c'est vrai. Carrément chiant, on peut le dire, hein. Donc, ils ne voulaient pas commettre la même erreur. Eh bien, je peux vous dire qu'une fois les portes cadenassées, les 3 pupitres ont vite dégagé. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place des pupitres? Une piscine gonflable remplie de mousse. Et oui, alors c'était plus du tout l'ambiance réunion de section du PS avec néon et table en bois, hein. Ah non, alors, tout à coup, on entend une musique d'enfer. C'était, je crois, The Eye of the Tiger. Ah oui. C'est la musique de Rocky. Donc DSK enlève son costume et dessous il était en collant léopard. Fabius avait opté pour un slip de bain panthère et Ségolène pour un 2 pièces en lycra. Et ça c'était malin parce que ça glisse, on ne peut donc pas l'attraper. Bah, est-ce qu'ils ont débattu quand même? C'est surtout Ségolène qui s'est débattue. Ben oui, parce qu'ils étaient à deux sur elle. On entendait vaguement le dialogue. Alors c'était tu vas pas nous emmerder encore longtemps, dégage, la place elle est pour moi, retourne à tes charentaises, va te faire voir chez les ânes du Poitou, enfin etc. Il n'y avait pas d'arbitre pour quand même si, il y avait François Hollande qui était prévu, mais soi-disant, son GPS était en panne et il trouvait pas la salle. Mais il paraît quand même que Ségolène Royal s'en est pas si mal sorti. Oui, parce qu'elle a réussi à leur jeter de la mousse dans les yeux. Alors, comme ils n'y voyaient plus rien, ils se sont bagarrés entre eux. Et comment ça s'est terminé alors ce débat? Eh bien, figurez-vous qu'il y avait un homme dans un coin avec une barbe. Personne n'y faisait attention. Et à ce moment, il est entré dans la piscine, il a enlevé sa barbe et c'était Lionel Jospin. Alors il a dit, camarades, je voulais juste vous rappeler que je ne suis plus là. Donc, ne comptez plus sur moi. Cela dit, je n'ai pas changé de portable. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Oh bah, c'était passionnant. Je crois que c'était bien qu'il n'y ait pas de caméra finalement pour qu'on voit tout ça. Oui, je crois aussi, Laurent. Mais oui. vous avez fait votre travail, Jean-François Derek, on vous en félicite. Bravo. Merci, à lundi. Alors, un commentaire sur effectivement ce débat de Clermont-Ferrand entre les trois socialistes, puisqu'on n'a pas pu avoir d'image, on n'a pas pu avoir le son. Il paraît qu'il y a eu un coup de barre à gauche de la part des trois candidats, que Laurent Fabius s'est montré un peu plus virulent que lors du débat télévisé de mercredi dernier ou mardi dernier sur la chaîne parlementaire. Faut dire que c'était un peu le grand perdant des trois, Fabius. C'est lui qui a chuté dans les sondages suite à ce débat, alors que Ségolène s'est à peu près maintenu et que DSK lui a gagné des points. Donc là, évidemment, il faut qu'il mette un petit coup d'accélérateur, Fabius, non? Ben, ne vous étonnez pas qu'il y ait eu un coup de barre à gauche, puisqu'il n'y avait pas de micro et pas de caméra. Oui. Donc, il ne s'adressait qu'aux militants socialistes. Évidemment. Donc, il jouait sur la gauche. La difficulté du premier débat, c'est qu'il s'adressait et aux militants socialistes et aux simples électeurs, dont tous ne sont pas à droite, dont tous ne sont pas à gauche. Donc, évidemment, tous ne sont pas à droite. On sent l'espoir Ce soir, nous allons débattre sans micro et sans caméra. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et maintenant, place à la danse. Avec Claude Zavaloyas et leur orchestre magique. Maureen. Mais ce serait assez bizarre, imaginons qu'ils fassent comme ça les débats télévisés et qu'il y en ait un qui sorte lors des débats télévisés, qui ressortent plus que les autres, et en revanche, dans les débats avec les socialistes, ça soit un autre, quand c'est à micro fermé, qui démontre totalement autre chose, et que finalement... Là, c'est le cas, manifestement, puisque Oui, Fabius... mais alors donc, ça sera une vraie surprise de savoir pour qui les militants vont voter. En novembre prochain. Eh oui. Hein, Philippe Alfonsi, un commentaire? Vous aviez regardé le débat télévisé sur la chaîne parlementaire? Moi je trouve ça très bien. Moi je trouve que c'est bien un parti où on débat comme ça, c'est démocratique, c'est bien. C'est mieux qu'un parti où il ne se passe qu'une voix unique et puis des petits chuchotis dans les couloirs. Je trouve ça très bien. Donc moi je me moque pas. Je trouve ça bien. À droite,
droite, ils doivent s'en mordre les doigts de pas avoir prévu ce genre de De choses. pas avoir 2 ou 3 candidats pour débattre. D'autant que Michèle Alliot-Marie, alors là, elle a la dent dure avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'elle est à New York, enfin pas tout à fait à New York d'ailleurs, aux États-Unis, elle est à Yorktown exactement. Elle a assisté aux cérémonies de commémoration de la bataille remportée durant la guerre d'indépendance par les troupes américaines et françaises en 1781. Et qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pourquoi Rien, Non, mais c'est intéressant parce que Lafayette, nous voici. oui, Yorktown, c'est quand même une date importante, New Yorktown. Hein. Comme ville, c'est pas terrible, mais comme date, c'est bien. Non, c'est vrai, c'est important qu'elle y soit. Mais bien sûr. C'est ce que je dis toujours. Bien sûr. Le 11 septembre 1791. Il paraît qu'elle a prononcé une vingtaine de fois le mot indépendance de la France par rapport aux États-Unis, évidemment pour répliquer à Nicolas Sarkozy et plus précisément à sa visite à la Maison Blanche et cette fameuse photo avec George Bush. Quand même, c'est la guerre. Hein. Évidemment, mais ça leur a fait peur parce qu'elle est tout de même dirige les armées et les Américains, on voyait qu'ils étaient très peur. Ils avaient peur. Hein. Très peur. Oui, ce sont des plaisanteries. Très Ce sont des plaisanteries qui ne sont pas admises. Parce que parler de la faiblesse éventuelle de la France dans un affrontement avec les États-Unis, on est quand même aussi fort que l'Irak, et ils sont en train de leur mettre une pâtée. Alors c'est vrai. Non, mais qui viennent nous envahir. faut les prendre par surprise. Faut les attaquer. Ça, on n'a plus fait depuis Pearl Harbor, il n'y a plus personne qui les a attaqués. Ah oui? Quand ils nous ont envahis en 44. Oui. Heureusement qu'on avait des amis qui nous défendaient dans les bunkers. Non, écoutez, on raconte n'importe quoi, là, Pierre Bénichou. Oui, Maurice. Non, mais très j'aime drôle pas du tout qu'on dise que l'Amérique est plus forte que la France. Ça dépend à quel jeu. Au ping-pong, on est meilleur. Allez, après la pub, nous aborderons le livre de la semaine. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Maureen Dor, Philippe Gueluc, Philippe Alfossi, Isabelle Motro. Et le livre de la semaine, signé Stéphane Haudeguy, Fils unique, un roman publié chez Gallimard. On commence par Maureen Dor pour le pitch. Allez, c'est parti, Maureen. J'ai adoré ce livre. Ah. Mais adoré. Pour moi, c'est le meilleur. Comme pitch, c'est déjà pas mal. Ça, c'est d'abord Vous votre êtes avis, mais le pitch, alors, ça raconte quoi? Le roman dit, je dis bien que c'est un roman, dit que Jean-Jacques Rousseau aurait eu un frère. De 8 ans, il a eu de 8 ans son aîné qui s'appelait François. François, qu'en fait, il n'a pas beaucoup connu puisque François est parti quand il avait 18 ans, que Jean-Jacques Rousseau en avait 11 et qu'ils ne se sont plus jamais revus depuis. Voilà. Après, on va s'arrêter de parler de Jean-Jacques Rousseau à peu près, mais on va parler du frère, dont c'est la soi-disant biographie. Ce type, c'est... Autobiographie. C'est autobiographie, oui. Et donc cet homme, dont pour moi la devise pourrait être « ne rien vouloir mais ne rien refuser ». C'est-à-dire qu'il se vante de n'avoir aucun talent, soi-disant, mais en même temps, comme tout ce qu'on lui a proposé, il a toujours pris. Toutes les situations, à un moment donné, son père lui dit « il faut que tu deviennes horloger en bon Suisse que tu es ». Il devient horloger. Il demande pas être horloger, mais il devient bon et ça va lui servir pour plus tard. Ensuite, quand il arrive à Paris, il est envoyé chez une certaine Madame Paris qui tient le plus beau bordel de Paris. Il demande pas vraiment à y aller, mais une fois qu'il y est, il va y rester 9 ans. Et il raconte ça d'une manière formidable. Plus tard, eh bien, il est embastillé pendant 27 ans. C'est pas si désagréable que ça. Il y trouve beaucoup d'avantages. Il y rencontre Sade. En prison, donc. En prison, à la Bastille, pendant 27 ans. Il y rencontre Sade. Et puis, il nous raconte la Révolution française. Il arrive à se faire du pognon, avec la Révolution française. C'est un jouisseur, c'est un coquin formidablement positif. Moi, j'ai adoré. La langue est magnifique. J'ai trouvé qu'en termes jolis, ces choses-là sont dites. C'est super. Moi, et j'ai trouvé que j'ai appris plein de choses sur cette époque, sur l'époque des Lumières, sur les philosophes. Et de temps en temps, on revient à Jean-Jacques Rousseau, tellement c'est son contraire. Très peu. Mais très peu. Pourquoi avoir pris pour argument, moi, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ça doit être un parallèle entre la vie de Rousseau, dont on sait cette révélation qu'il a été très jeune, justement, ce type qui était contre tous les pouvoirs, qui vivait tout seul, et ce bourgeois jouisseur, et il doit y avoir un parallèle entre les deux. Or, le parallèle, on ne voit pas le parallèle. Cela dit, c'est un livre
très très bien écrit. Il y a des choses. J'ai vu dès le début du livre. Il y a un truc formidable. Par exemple, il parle des protestants. Vous savez que Rousseau était dans un milieu protestant. Son père était, enfin, ça se passe à Genève. Le père était Isaac Rousseau était un horloger assez connu. Il dit, ils étaient tous deux en tiré gloire à la façon particulière des zélateurs de la religion prétendument réformée. Ils se croyaient tous humbles et ils en frémissaient d'orgueil. Et je trouve que c'est une définition des protestants formidables. Alors on voit ce type justement qui passe comme ça, et ce livre est bien écrit, quoi qu'il y a des facilités. Ça doit être un prof qui écrit ça. Des facilités de style. Il prend des citations, par exemple dans le genre il faut savoir suivre sa pente à condition que ce soit en montant, qui est une vieille citation. Bon, il le fait comme si c'était de lui. L'histoire évidemment de ce comme dans le parfum de ce skin, ou comme dans le livre Le Chaboté dont on a parlé la semaine dernière de notre ami, et qui est un livre formidable, c'est un prétexte pour faire revivre une époque. Philippe Alfonsi, vous avez l'air plus réservé sur Non, j'ai aimé ce livre. Simplement, je trouve que celui de Patrick Rambaud était mieux écrit. Je trouve que Patrick Rambaud écrit magnifiquement bien. Là, il y a une tentative de style très très intéressante, parce qu'il a voulu écrire, comme c'est une autobiographie, il a voulu écrire ce bouquin comme au XVIIIe siècle. Mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il est resté entre les deux, donc c'est assez réussi. Heureusement, on le comprendrait pas, sinon. On le comprendrait pas du tout. Mais malgré tout, il y a quand même cette tonalité, il y a cette musique comme ça qu'il a réussi à reproduire. Non, c'est un livre passionnant. Si vous voulez, d'un côté, je crois que c'est ça, ce que tu disais, le parallèle, il est là. Hein. L'un a rêvé, il a plus que rêvé la révolution, il l'a quelque part un peu et l'autre façonné, est un profiteur, oui, l'autre l'a vécu sans la faire, tout en la faisant. Et c'est ça qui est assez joli, c'est cet homme qui est dans l'action et qui est dans les événements. De l'autre côté, son frangin, je trouve que le projet est pas assez affirmé, moi. C'est ça. Moi, je suis peut-être très sévère. Si j'étais critique littéraire, je serais sûrement indulgent. Mais comme je le suis pas, chaque fois qu'on m'envoie un livre, je me dis, mais qu'est-ce qui vient me faire chier? Ça me dire, pendant 4 heures, tu vas vivre avec moi. Tu vas me raconter quoi? Tu vas me montrer comme t'écris bien? Ou me montrer comment ta maman était méchante avec moi? Mais j'en ai rien à foutre. De quel droit ils viennent chez moi, ces gens? Avec leurs livres. Leurs livres. Il n'y a pas de beaux livres. Il y a 3 heures de perdu. Bon, ça dit non, c'est un Là, c'est pas 3 heures de perdu, hein. Dans les auteurs me dérangent, moi. Mais je voudrais savoir, il y a un truc, moi je sais pas si vous connaissez un peu mieux l'histoire que moi, mais réellement, ce frère de Rousseau qui a existé, puisqu'il en parle dans les Confessions, il a réellement vécu tout ça ou il a tout inventé? Isabelle Motro. Stéphane Hautguy, que nous avons invité dans cette merveilleuse émission du Bateau Livre, avec d'ailleurs Rambaud, sur France 5. Sur France 5, nous a confié qu'en effet, il a existé, François Rousseau, ça c'est sûr. On connaît très peu sa vie, en fait. Donc il l'a inventé. Donc il a inventé il a retrouvé un certain nombre de choses et il a inventé un certain nombre d'autres choses qui lui semblaient vraisemblables, quand même, malgré tout. Mais oui, en effet, il y a une vraisemblance. Mais vous avez aimé, vous, Isabelle Motro? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un style, au contraire de ce que disait Philippe, je trouve qu'il y a un style merveilleux. D'ailleurs, il avait déjà écrit un roman qui s'appelait La théorie des nuages, Stéphane Hautguy, qui était un roman formidable, pas du tout avec le même style, mais toujours cette même qualité de langue. Et j'aurais bien eu un tout petit bout, c'est possible, mais on n'a plus le temps. Sûr. Parce que il faut dire que le roman s'ouvre sur le rapatriement des cendres de Jean-Jacques Rousseau au Panthéon. Et donc, ça va être un immense flashback, le roman. Et donc il dit, donc François Rousseau, notre petite tribune chargée de drapeaux et de notables faisait face à la rue que Soufflot avait tracée en 1760, de sorte que pendant un long moment il me parut que ton char funéraire, il s'adresse à Jean-Jacques, était immobile. Je me trompais. Il flottait sur toute la rue une inexplicable odeur de cadavre. Je finis par comprendre qu'elle émanait de la masse des corps pauvres et sales qui se pressaient pour te voir, Jean-Jacques. Mais c'était comme si le peuple était mort, et qu'à l'image des fantômes de certains vieux contes, il l'ignorait, que personne n'avait le cœur de le lui dire, et qu'il puait affreusement. C'est joli. C'est magnifique. Philippe Gueluc. Pareil, moi j'ai adoré, j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire entièrement, mais je me suis donné envie de continuer. Salaud. Non, pas vous, Pierre. Pas vous. Tu ne lis pas les livres jusqu'au bout. C'est un abandon de poste, c'est ça. Et donc, c'est rare. Parfois, on est obligé, parce que c'est vous qui nous obligez, Laurent. Nous, de nous-mêmes, on lirait pas ces trucs-là, mais vous nous les donnez à lire. Et parfois, on lit quand on n'a pas vraiment le temps, comme parfois, c'est arrivé une fois, je crois, à Pierre, il avait lu une
partie du livre. Mais est-ce que ça nous donne envie de terminer le livre ensuite, lorsqu'on part en week-end après l'émission? Eh ben, celui-ci, je vous promets que oui. Je vais le terminer. Et je trouve effectivement que c'est écrit avec une simplicité et à la fois une sophistication qui fait référence au style de l'époque, qui est un mariage absolument Très vite sublime. encore, Maureen et puis Isabelle. Oui, je voudrais juste dire que je sais, le seul rapport qu'il y a avec Rousseau, avec Jean-Jacques Rousseau, c'est à la fin quand il raconte, il dit, j'ai détesté quand tu parlais toujours de choses petites. Tu disais la petite famille, les petits plaisirs. Tu as tout rapetissé, Jean-Jacques. Et il disait, et moi, ce que j'aimais, c'est qu'à un moment donné, avant la Révolution, les choses étaient en grand pour tous ces nobles qui étaient des sortes d'excentriques. Maintenant, ce sont des gens qu'on considère comme des excentriques. Et il dit finalement, Jean-Jacques Rousseau, il a tout rapetissé. Dernier mot d'Isabelle Motro. Oui, je pense qu'il y a un point de vue philosophique, effectivement, de ce François Rousseau par rapport à son frère. Ça, mais bon, c'est un peu long de rentrer dans le détail. Mais je voulais juste signaler quand même qu'il y a des passages tout à fait galants, puisqu'en ces termes galants, ces choses-là sont dites. Et je pense à un certain Hercule, que tous ici, puisque vous avez tous lu le livre, vous connaissez, qui est un personnage, en tout cas une créature qui est dont un mannequin, un robot, comment ça s'appelait à l'époque, un automate, voilà, merci, qui est fait pour faire du bien aux dames et éventuellement aux hommes d'ailleurs, et qui est tout à fait étrange et fascinant, voilà. Gueuluc encore. Voilà, mais quand on pense à la lignée, parce qu'on connaît Jean-Jacques, maintenant François, et puis la lignée qui a suivi, et quand même c'est pour aboutir à Demis Rousseau. Et il y a Carole Rousseau. Non mais, je peux dire un tout petit truc. Deux phrases, Pierre. C'est que ces livres-là sont toujours fascinants. Pourquoi? C'est parce que l'époque était fascinante et que quand on montre la vie d'un type qui a vécu entre 1870 et 1770 et 1850, c'est vrai que ce qui s'est passé, d'abord historiquement, c'était formidable, et qu'en plus, la vie, comme tu dis, entre ces bordels, ces machins, ces turpitudes, on vit une époque totalement formatée maintenant, et que cette époque est picaresque, et qu'elle est formidable. C'est ça que j'ai bien aimé, quoi. Dans les deux premières pages, non mais c'est vrai que Rousseau, maintenant qui est devenu le patron des écolos, ce mec-là était plus marrant que son frère. À cette époque-là, on n'envoyait pas un type en prison parce qu'il pissait sur un distributeur de billets. Ça, je vous le dis, moi. Fils unique, un roman signé Stéphane Haudeguy, c'est chez Gallimard. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner, l'heure de Serge Liado, 17h41. Bonjour Serge. Bonjour. Monsieur Chanson. Alors aujourd'hui, pas de quiz, pas de chansons qui se ressemblent, mais on va dire un document sonore. Oui, un petit bêtisier. Nous avons, avec quelques copains, monté un site où il n'y a que des désastres. Ça s'appelle Mieux que des stars, Désastres. C'est un site internet et nous collectionnons beaucoup de choses comme ça amusantes. Entre autres, ce petit document intéressant, c'est Patrick Juvet qui est dans une émission de télévision et puis qui va chanter I Love America. Un de ses grands tubes. Les techniciens récupèrent le son de sa voix dans la cabine, alors que le public et les téléspectateurs n'entendent que le son playback. Évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien expliquer à nos auditeurs, on envoie évidemment une bande playback, ce qui fait que les téléspectateurs et le public dans la salle entendent la voix du disque, mais le chanteur, pour bien suivre le playback, lui, il chante vraiment dans le micro. Voilà. Et c'est ce son-là qui a été gardé par des farceurs, on va dire. Voilà, c'est un détournement de son. Écoutons. Bonsoir. Ça va? Ça va? Et là-bas? Et là-bas? Allez, les mains en l'air. When I first came to Manhattan, I was not surprised. The stories people had told me turned out to be no lies.
all the different people. Turn about the way my living and magic fill the air. There's music everywhere. Oh là là. I love America. On s'en lasse pas en même temps. I love America. I love America. America. When I first heard my music. Allez, on va s'arrêter là, bravo Serge, pour ce petit bijou. Ah, c'est bien. Pauvre Patrick Juvet. Il y a quelques années, on avait entendu En même temps, aussi, s'il savait qu'il chantait en direct et qu'on l'entendait, je pense qu'il ferait un effort. Oui, j'espère. Oui, si on lui disait qu'il J'en enregistre. suis pas sûr, hein, mais... Si, le jour où il a enregistré le disque, là, il a fait un effort. Enrique Iglesias avait été piégé comme ça. Exact, aussi. exact, C'était on l'avait diffusé. Ah oui, il est d'ailleurs. beau aussi celui d'Enrique Iglesias. Et Oui. il y avait une vente aux enchères cet après-midi du stock de grands vins de la mairie de Paris. Les caves de la mairie de Paris vendues aux enchères, du Pétrus, du Margaux, de la Romanée Conti. Et ça vous a inspiré une chanson flash, Oui, je vous cher. raconte tout ça. Dans les caves de la mairie, il y avait du vin, mais que de vin ce vin. Messieurs Chirac et Tibéri l'avaient mis à l'abri, mais ce ne fut pas en vain. Voici qu'aux enchères aujourd'hui, 5000 bouteilles sont mises à prix. Château Pétrus, Romanée Conti, Mouton Rothschild ou Château Margaux, quand ils se sont barrés de la mairie de Paris, les anciens locataires ont fait un beau cadeau aux socialos. Cette anecdote, sans en avoir l'air, nous révèle un détail positif, c'est qu'être sommelier au temps du RPR, ça au moins ça n'était pas un emploi fictif. Allez, on se retrouve après la pub. Bravo, Serge Liado. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. Bénichou, Alfonsi, Gueluc, Isabelle Motro, Maureen Dor et... Pour parler cinéma comme chaque vendredi à cette même heure, Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour, God Save the Queen. Ah, vous avez aimé ce film de Stephen Frears? Oh ben je l'ai adoré. Oui, tout le monde en parle en disant beaucoup de bien. On ne peut pas en dire du mal, c'est un film qui pour une fois plaît à tous les publics. Les intellos et les populeux comme moi. C'est formidable. C'est Hélène Mirren qui joue la reine Elle d'Angleterre. ne joue pas, elle est la reine. Ah. Elle est magnifique, avec son petit sac à main et ses vieilles idées dans sa tête. Elle comprend rien à rien et quand on lui annonce que la princesse Diana est morte à Paris, elle s'en tamponne. Et son mari, son grand dadé de Mountbatten, il s'en fout aussi, tout le monde s'en fout. Ils restent dans leur propriété de Balmoral qui est grand, il faut faire aller en voiture, tellement c'est grand, elle peut pas marcher à pied. Alors le Premier ministre, qui est très bien joué par Michael Sheen, il essaye de lui dire, mais enfin, vous trompez complètement. Diana est adorée par le public. Si vous ne venez pas vous montrer pour l'enterrement, vous pouvez dire bye-bye à votre trône et à votre argent. Et à votre sac à main aussi. Alors donc la reine, elle a, au monde de sac à main, elle a réalisé qu'il fallait aller. Elle est allée à Rome, elle a fait à Londres, je veux dire. Elle a fait semblant. Tous les chemins mènent à Londres, même en passant par Rome. Elle a fait semblant d'être un peu émue et elle a reconquis son trône. The Queen, conseillé par Monique Pantel et aussi par Isabelle Motro. Oui, bien sûr, c'est magnifique. C'est un portrait de femme extraordinaire. Et ce qui est très fort de la part de Stephen Frears, c'est qu'il arrive à nous faire sentir tout le décalage qu'il y a entre la reine, qui est de bonne foi, car elle vient d'une autre époque et d'une autre vie. Elle est de droit divin et elle a du mal à s'adapter à cette vie d'aujourd'hui, quoi. Autre personnage historique, puisque même si la reine d'Angleterre vit encore, c'est quand même déjà un personnage historique. Napoléon et moi, avec Daniel Auteuil, Monica Bellucci. Oh là là. Un film italien. Il en faut un. C'est le nanar de la semaine. Ah oui? Excuse-moi la Motro, mais on connaît la fin, même avant le début du film. Bon, d'accord. Non, Napoléon n'est pas mort à l'île d'Elbe. Hein, bon. Et non, le jeune héros du film qui veut le tuer ne le tuera jamais. Oui, alors évidemment. voilà, donc c'est nul. C'est Daniel Auteuil qui joue Napoléon? Mais il est pas bien du tout, mon Daniel. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et Monica Bellucci? On la voit un peu dans sa baignoire. C'est tout ce qu'on peut dire. L'école pour tous, un film d'Éric Rochant, une comédie avec Arié Elmaleh, Elodie Navarre, Vincent de Sagna, Noémie Lvioski qui joue toujours très bien. Eh bien, figurez-vous que quand j'ai relu mes notes,
je me suis aperçu que j'avais aimé ce film. C'est marrant et c'est frais. C'est peut-être pas très malin. On voit les affiches un peu partout. Il y a les vrais profs et lui. Alors lui, c'est Ariel Mallet. Alors lui, il a Ariad El Mallet qui suit les traces de son frère. Il prend la place d'un prof, comme ça. Il se trouve dans la voiture d'un prof, il prend sa place et ses papiers. Malheureusement, il n'a ni diplôme, ni la compétence. Mais il est super chouette. Les enfants l'adorent. Les élèves l'adorent. C'est des beurres et des pas beurres. Et c'est très, très sympa. L'école pour tous. Les fils de l'homme, pardon. Ça, je Oh sais. là là. Je sais qu'Isabelle Motro a adoré ça. Oh là là. Eh ben, décidément, on a le même goût. Oh, moi, j'ai craqué. J'ai pleuré pendant tout le film. Et après, je pouvais plus me lever de mon fauteuil tellement j'avais pleuré. Un C'est film avec génial. Julianne Moore, Clive Owen, Michael Caine. C'est donc en Angleterre en 2027. C'est la pollution qui règne partout. Il n'y a plus d'enfants depuis 18 ans, plus de naissances, non seulement en Angleterre, mais dans le monde entier. Tout le monde a très peur. Et Clive Owen, qui est un citoyen lambda, on dira, on lui confie comme mission d'amener une petite noire ils sont détestés, les noirs et les réfugiés. On les appelle les refs. On les déteste. Alors il amène une petite noire, parce qu'on lui dit, il le fait, se réfugier dans une ferme. Et là, il s'aperçoit qu'elle est enceinte. Alors bon, ça y est, moi j'ai commencé à pleurer. Il faut la sauver. Il faut pas que les gens sachent qu'elle est enceinte. C'est magnifique. Et il y a du suspense, et il y a tout. Il fallait voir ce film. Si j'ai qu'un mot à dire, allez voir ce film. Les fils de l'homme, Isabelle Motro. Oui, c'est un film à la fois bouleversant et extrêmement intelligent sur effectivement une extrapolation de ce qui se passera si les États continuent à appliquer cette politique de l'immigration qui commence à peser sur nous et sur les immigrants. Je trouve que c'est vraiment intelligent et c'est très fort. C'est un film très très fort. Lucky Girl. Oh là là. Avec Lindsay Lohan. Malheureux spectateur. Dans l'opposé. C'est malheureux spectateur. C'est la Lucky Girl. Elle a tellement de chance que tout d'un coup, elle se trouve à embrasser quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. Manque de peau. En l'embrassant, elle lui passe sa chance. Et du coup, elle a plus de chance. Quand elle sort, il se met à pleuvoir. Oh là là, mon Dieu, c'est effrayant. Je vous avais dit que c'était idiot. Hein. C'est Chris Pine qui joue avec elle. On s'en fout. Ah, Oui. Non, mais le nom m'amusait. Donc on oublie Lucky Girl, on oublie Napoléon et moi, si je dois résumer les films sortis cette semaine, et on ne manque pas The Queen, le film de Stephen Frears sur la reine d'Angleterre, et Les Fils de l'homme, le film d'un réalisateur dont j'espère, je vais bien savoir prononcer le nom, Alfonso Cuarón, c'est ça, avec Clive Owen et Julianne Moore, et éventuellement pour ceux qui ont envie d'aller voir une bonne comédie, pourquoi pas L'école pour tous, le film d'Éric Rochant Une avec gentille comédie. Ariel Mallet. Ben voilà, à vendredi prochain, Monique Pantel. Ok, les bisous à tout le monde. Je vous embrasse, bravo, merci. Il nous reste 3-4 minutes. Alors Pierre, vous avez un coup de cœur, je crois, allez-y. Ben, c'est autre chose qu'un coup de cœur, c'est un coup de nostalgie. Il y a un livre qui vient de paraître, qui sont les lettres d'amour reconstituées retrouvées et représentées par la fille de l'héroïne de cette histoire, qui s'appelle Annie Pedrazzini. Et le héros de cette histoire, c'est Pedrazzini. Pedra, qui était un journaliste mythique, un photographe de Paris Match, qui personnalisait un peu Paris Match, et qui est mort à Budapest il y a 50 ans aujourd'hui, et que les plus âgés d'entre nous se souviennent peut-être de Paris Match de cette époque, que tous les intellectuels trouvaient un journal comme ça, un peu, avec des photos, des grands titres et tout ça, et qui était en fait un grand journal. La télévision n'existait pas à ce moment-là, et on ne voyait l'actualité qu'à travers les photos que prenaient ces gens-là. Et ces gens-là étaient très bizarres parce que c'était pas des journalistes comme les autres. C'était tous plutôt des playboys. On les voyait dans des voitures de sport, dans ce quartier des Champs-Élysées, comme ça. Ils photographiaient les choses. Ils ont inventé Brigitte Bardot à la même époque. Ils faisaient tout ça. Mais ils mouraient aussi en reportage en Hongrie. Et ce Pedrazzini, dont la photo était dans les couloirs de match et que toutes les générations de journalistes, moi j'ai commencé dans le journalisme au moment où il est mort, c'est en janvier 58. Donc c'était un type dont on voyait la photo, que tout le monde voyait passer comme ça. Il était beau comme tout. Il était beau comme tout. Et il a eu une histoire avec cette femme que j'ai connue après, et que j'ai vécue, et qui était une histoire d'amour qui a duré 1 an et demi. Et ils se sont écrits tous les jours pendant 1 an et demi. Et on voyait que ce type, ce playboy qui faisait partie de la cabine de match, comme on disait, comme d'une cabine de mannequin, parce qu'ils étaient tous beaux comme des dieux, et qu'on pensait qu'il n'avait rien dans la tête, tout ça. C'est des gens courageux, des gens intelligents, et des gens, et lui, en tout cas, a écrit des lettres d'amour d'une beauté formidable, et il y a les réponses de cette femme, et c'est la fille
de cette femme, qui n'est pas la fille de Petrazzini, mais la fille de son second mari, de cette femme, qui a retrouvé ses lettres à la mort de sa mère il y a 1 an, et qui a refait ce truc-là. C'est très émouvant d'un point de vue, d'abord, parce que c'est une très belle histoire d'amour, et en plus parce que ça remet en perspective toute cette époque qui n'était pas si frivole que ça. Alors, l'éditeur, une fois encore, et le titre. L'éditeur, c'est les éditions Michalon, et cette Annie et Jean-Pierre Petrazzini, une passion foudroyée. D'autres coups de cœur, des spectacles ou des manifestations. Je peux citer une nouvelle exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille. Ça a commencé cette semaine et c'est jusqu'au 14 janvier. Le Musée des Beaux-Arts de Lille offre souvent de belles expos. Celle-ci s'appelle L'Homme Paysage. Gueuluc, vos calendriers, vos agendas du chat sont arrivés? Oui. Donc ça, c'est une chose. C'est le chat président. Il y aura bientôt un site. Il n'est pas nu, votre chat, dans des positions un peu c'est un livre bouleversant aussi, il faut le dire. Bouleversant, c'est ma fille qui a retrouvé donc mes écrits, des écrits après ma mort et elle les publie. Là, non. Moi, je voulais dire, Pierre et Fils, dont je vous parlais au Théâtre des Variétés avec Pierre Richard, Pierre Palmade. Et alors, je voudrais vous parler d'un disque que j'adore, qui est le nouveau disque de Stella, Jean-Luc Fonck. Vous savez que je vous en parle souvent. C'est un chanteur belge formidable. Là, il est trop tard pour passer un extrait, mais je peux vous apporter le disque lundi. On peut en écouter un extrait et vous pouvez aller voir son site. C'est Stella avec 2 T et 3 L. C'est aussi le salon du chocolat ce week-end. Alors profitez-en si vous en avez envie. Et pour ceux qui ont envie d'aller voir Si c'était à refaire avec Francis Perrin et Virginie Lemoine, eh bien sachez qu'exceptionnellement pour ce week-end, ce n'est pas Virginie Lemoine, mais Isabelle Mergo qui reprend le rôle. C'est-à-dire que 3 jours seulement, finalement, on verra Francis Perrin et Isabelle Mergo ensemble. Oui, parce que... Oh bah merde, alors je suis pas là ce week-end. Parce que Virginie Lemoine a été souffrante quelques jours et Isabelle Mergo reprend son rôle pour un week-end. Oui, moi je voulais juste signaler une autre pièce qui s'appelle Dans la luge de Schopenhauer de Yasmina Reza, que Yasmina Reza joue elle-même d'ailleurs. Hélas, oublié le nom du théâtre qui est juste à côté du Moulin Rouge. Cherchez bien. Mais en tout cas, Dans la luge de Schopenhauer de Yasmina Reza, c'est une pièce très drôle et qui fait beaucoup réfléchir aussi. Tenez, je vous distribue les chocolats du salon. Oh bah oui. Du chocolat, c'est l'heure. Bon, j'ai pas d'apéritif pour aller avec, mais voilà, à consommer avec modération. Non. Bon non, tu rêves là. Et je rappellerai le numéro si vous voulez assister à l'émission et attraper un chocolat au passage, le 01 47 23 18 04, 01 47 23 18 04 pour s'inscrire auprès d'Olivier Dèche. Bon week-end, à lundi 16h30.